Bienvenue sur le podcast Pharma Clinique, le rendez-vous des acteurs de la pharmacie clinique. Je m'appelle Romain et je suis vraiment très heureux de vous accompagner dans ce nouvel épisode. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si vous avez apprécié cet épisode. C'est vraiment important. Si vous souhaitez aider ce podcast ou venir nous présenter votre activité, n'hésitez pas à me contacter sur mes différents comptes sur les réseaux sociaux, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse maintenant découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pharma Clinique. On continue cette aventure pour parler de pharmacie clinique et mettre en avant des acteurs de terrain. Dans cet épisode, j'ai souhaité parler de la pratique de la pharmacie clinique en gériatrie. La population âgée est une réalité à laquelle nous sommes confrontés au quotidien dans notre pratique. Et qui dit patient âgé, dit forcément risque iatrogène. Pour parler de cette problématique, j'ai invité Alicia Pic à venir nous présenter son travail sur ce sujet. Bonjour Alicia. Bonjour Romain, bonjour à tous. Alors vous êtes assistant au centre hospitalier de Compiègne-Noyon et comme je l'ai dit, vous avez une certaine expérience de la pratique de la pharmacie clinique en gériatrie. Cette spécialisation a été notamment votre sujet de thèse et vous avez publié récemment un article dans le journal de pharmacie clinique. Mais comme le veut la tradition dans ce podcast, est-ce que Alicia, vous pouvez tout d'abord vous présenter ? Eh bien oui, pas de problème. Donc je suis pharmacien assistante depuis maintenant 2 ans. J'ai tout d'abord fait mes premières années d'études à Amiens. J'ai ensuite souhaité passer l'internat parce que le milieu hospitalier m'intéressait. J'ai donc réussi le concours et j'ai fait mon internat les 4 ans sur Bordeaux. Et lors, bien sûr, de mes stages, j'ai été particulièrement attirée par la pharmacie clinique, qui m'a beaucoup plu. Et j'ai passé donc 1 an, soit 2 stages en SSR gériatrique. Et pendant cette année, j'ai donc pu faire ma thèse sur la conciliation de sortie et également participer au staff, visite et vie du service, ce qui m'a beaucoup attirée et beaucoup plu. Notamment aussi le contact avec les patients, le lien avec les médecins. Donc voilà, j'ai souhaité par la suite, j'ai eu la chance aussi de trouver un poste d'assistante qui est en priorité sur la pharmacie clinique également. Donc voilà, c'est un domaine qui m'attire beaucoup. Alors vous avez travaillé dans votre parcours en pharmacie clinique en gériatrie. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler pourquoi le risque iatrogène augmente avec l'âge ? Eh bien, avec l'âge, on observe bien évidemment un vieillissement des organes, une diminution des fonctions rénales, des fonctions hépatiques, ce qui fait que les patients finalement deviennent parfois plus sensibles aux médicaments, aux effets indésirables des médicaments, même si ça fait parfois plusieurs années qu'ils sont sous les mêmes traitements. On a également un nombre de pathologies qui augmente proportionnellement en général avec l'âge et qui va de pair également avec l'augmentation du nombre de médicaments pour traiter ces différentes pathologies. Donc, qui dit plusieurs médicaments, dit un risque également d'interaction médicamenteuse. Et ces médicaments sont souvent pour des pathologies chroniques, donc pris au long cours. Donc l'automédication parfois également du patient qui se rajoute augmente encore ce risque. Et l'observance des patients aussi peut être un facteur, notamment en cas de troubles cognitifs par exemple, un facteur également de risque iatrogène médicamenteux qui est de ce fait lié à l'âge également. Donc tous ces facteurs pris ensemble augmentent malheureusement le risque iatrogène médicamenteux, notamment en gériatrie de ce fait. Et quels sont les outils au quotidien qui peuvent aider le pharmacien qui pratique de la pharmacie clinique en gériatrie, des outils validés ? Alors c'est vrai qu'il existe assez de nombreux outils qui ont été validés, notamment par exemple la HAS avait fait un programme PMSA qui est pour prescription médicamenteuse chez le sujet âgé. Donc là, ils avaient proposé des outils notamment qui ont été développés sur la base de preuves et d'expertise, qui ont abouti à la mise en place par exemple d'EPP, donc d'évaluation des pratiques professionnelles qui peuvent être faits lors d'hospitalisation. Des arbres décisionnels par exemple ont été mis en place pour aider les praticiens, qui peuvent également être là des praticiens généralistes.
des indicateurs également de pratique clinique pour justement vérifier le fait d'avoir par exemple plusieurs médicaments antihypertenseurs, d'avoir des benzodiazépines à demi-vie longue, etc. Ont été créés donc, pour permettre le repérage justement des patients à risque. D'autres outils également existent, il y en a beaucoup. Par exemple, le guide PAPA, qui a été rédigé par des gériatres et qui propose par fiche, par pathologie, les médicaments qu'il vaut mieux éviter et au contraire les médicaments qu'il faut commencer, puisque parfois, n'oublions pas que les personnes âgées peuvent également être sous-traitées pour certaines pathologies. Après, il y a également par exemple la SFPC, la Société française de pharmacie clinique, qui met à disposition des listes type Stop and Start, qui également permettent d'éviter l'underuse, donc qui est la sous-prescription, d'éviter l'overuse, qui est la surprescription de médicaments. D'autres listes existent également, la liste de La Roche, qui est assez connue, qui maintenant commence à peut-être avoir un petit peu moins d'intérêt, mais qui reste néanmoins utile pour éviter certains médicaments et qui propose également d'autres alternatives. Bon, je ne vous cite pas, mais il existe également d'autres listes, type de la liste de Bers, par exemple. Ensuite, nous utilisons beaucoup dans la pratique, là, c'est pas que pour la gériatrie, ça peut être utilisé pour d'autres patients, le guide GPR, qui est un site qui permet d'adapter la posologie des médicaments à la fonction rénale des patients. Donc là, qui peut être effectivement valable autant pour les patients âgés que pour les patients qui ne le sont pas. Et c'est une petite partie des outils qui existent. Ce que je viens de vous citer, c'est essentiellement ceux que nous utilisons, en tout cas régulièrement dans notre pratique. Alors, vous avez récemment publié un article sur une étude menée dans un SSR avec un suivi en post-hospitalisation. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce projet ? Alors oui, bien sûr. Donc là, je vous resitue. Donc au cours de mon stage en fin d'internat, au cours dans le SSR gériatrique où j'étais, nous faisions des RCP médicaments dans lesquels notamment nous faisions beaucoup d'optimisation et de changements thérapeutiques pour améliorer les prescriptions des patients. Donc finalement, nous nous sommes posé la question de voir si ces modifications perduraient après la sortie des patients, puisque finalement c'est intéressant d'optimiser les traitements, mais encore faut-il que cela soit également dans la durée. Donc nous nous sommes posé la question de comment voir un petit peu si cette optimisation était maintenue. Et la conciliation de sortie que nous faisons pour ces patients, en fait, a servi et a fait le lien donc avec entre la ville et l'hôpital. Et donc, nous avons souhaité voir un petit peu, en récupérant les ordonnances des patients qui étaient sortis, alors tout d'abord à 1 mois, puis à 3 mois après la sortie du patient, afin de voir si nos changements et nos propositions d'optimisation étaient maintenus par les médecins généralistes. Donc, nous sommes partis de cette question, puis nous avons du coup fait cette étude. Alors, vous évoquez l'implication de la ville pour cette étude. Pour vous, comment doit se faire le lien entre la ville et l'hôpital pour les patients âgés en sortie d'hospitalisation ? Alors, le lien entre la ville et l'hôpital, c'est effectivement un vaste sujet et qui n'est pas encore malheureusement optimal, mais nous essayons de l'améliorer justement. Nous utilisons, en tout cas au moment de notre étude, nous utilisions principalement comme moyen de communication pour le médecin traitant. Nous envoyions un document sous forme papier par voie postale. Et pour les pharmacies d'officine, donc que nous contactions également, nous donnions la fiche de liaison que nous faisions aux patients directement pour qu'ils l'amènent lors de leur renouvellement d'ordonnance, éventuellement par fax, mais en général nous transmettions cette fiche par les patients. Et justement, en faisant notre étude, on s'est rendu compte que malheureusement toutes les officines, à peine en fait une petite moitié des officines recevaient notre fiche de liaison. Donc nous avons par exemple décidé ensuite plutôt de les envoyer soit par fax, soit par messagerie sécurisée, ce qui est en train de se développer. Et justement, dans cette étude, comme nous rappelions les pharmacies, nous faisions également la promotion en fait de l'utilisation de cette messagerie sécurisée qui est l'idéal puisque le message est transmis en temps réel
de manière sécurisée, puisque le fax, rappelons-le, n'est pas un moyen de communication sécurisé. Et puis, effectivement, c'est rapide, il n'y a pas de perte de documents. Donc voilà, ce lien, en tout cas, nous essayons de l'améliorer et de le faciliter, en tout cas pour tous les professionnels de santé. Et oui, on le dit dans beaucoup d'épisodes du podcast, le lien ville-hôpital, c'est vraiment quelque chose d'important. Que montrent les résultats que vous avez obtenus ? Alors, dans notre étude, en fait, nous avons obtenu des bons résultats. Nous ne savions pas forcément si, effectivement, nos optimisations étaient suivies. Et finalement, nous nous sommes rendus compte que les résultats étaient bons, puisque nous avons, par exemple, 78% des traitements un mois après la sortie, donc lors du premier renouvellement de l'ordonnance par le médecin généraliste, qui n'étaient pas modifiés du tout par rapport à notre ordonnance de sortie. Et 71%, donc chiffre assez similaire un mois après, à 3 mois, donc sans changement également. Donc là, après, ce chiffre n'est pas forcément le reflet direct de notre optimisation, donc on s'est surtout appesanti à voir aussi les changements les plus significatifs qui pour nous étaient les arrêts de médicaments, par exemple les médicaments type IPP, statine ou autres médicaments sans indication, par exemple. Nous avons regardé si ces traitements étaient repris, par exemple, à M1 ou à M3, donc 1 ou 3 mois après. Et là, nous avons vu que ces arrêts étaient maintenus à 96% à 1 mois et à 93% à 3 mois. Donc finalement, ça nous montrait bien que les médicaments que nous avions décidé d'arrêter et justifiés donc via la conciliation de sortie et le courrier du médecin, finalement, ce reflet est indirect, mais néanmoins montrait l'adhésion des médecins traitement finalement à nos changements et leur acceptation, puisqu'ils poursuivaient, même 3 mois après la sortie des patients, ce que nous avions initié. Donc nous avons été assez satisfaits et finalement, comme quoi il ne faut pas perdre espoir, en justifiant et en expliquant. Il n'y a pas de raison que les médecins traitants ne suivent pas derrière. Donc nous étions vraiment assez contents de ces résultats. Alors pour décrire cette étude, vous avez parlé de 2 éléments importants, la conciliation et des RCP médicaments. Si vous le voulez bien, on va d'abord commencer par la conciliation. Donc vous pratiquiez une conciliation à l'entrée et à la sortie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les spécificités de la conciliation en gériatrie ? Alors la conciliation en gériatrie, il y a en fait une importance qui est peut-être un peu plus mise en avant sur le test de l'observance des patients, puisqu'on a des patients qui ne sont pas toujours interrogeables selon s'ils ont des troubles cognitifs, s'ils ont eu des événements aigus récents qui peuvent les avoir rendus confus. Donc, on appelle beaucoup plus, je pense, en gériatrie, les personnes qui aident, donc les aidants, la famille, ça peut être aussi les infirmières à domicile qui passent. Et on fait également, je pense, peut-être un peu plus appel aux médecins traitants également pour les indications de traitement. Donc là, je pense que c'est une petite spécificité supplémentaire, c'est cette notion de patients qui peuvent parfois ne pas toujours nous répondre. Donc, on fait un petit peu plus d'appel aux personnes extérieures qui les aident. Et de même, à la sortie, quand nous faisons les conciliations de sortie, le plan de prise est vraiment très important, notamment pour les patients là qui, pour le coup, comprennent en tout cas et sont autonomes pour leur traitement, pour leur expliquer les changements. Et si ce n'est pas possible, on fait des plans de prise qui sont à destination soit des infirmières, soit des personnes qui aident à la prise des médicaments, y compris même pour les EHPAD, pour réexpliquer les changements aux infirmières qui vont donner les traitements. Donc je pense que en gériatrie, il y a cette notion d'observance qui est encore plus en tout cas questionnée. Et voilà, cet appel un petit peu aux personnes qui ne sont pas directement parfois le patient quand il ne peut pas répondre à nos questions. Je pense que c'est une des spécificités en tout cas de cette conciliation en gériatrie. Alors vous avez également évoqué des RCP médicaments. Quelle est la place du pharmacien dans ces réunions pluridisciplinaires ? Alors selon moi, le pharmacien apporte son expertise pharmaceutique que n'a pas forcément autant en tout cas le médecin, même si les gériatres sont en général assez bien au courant et justement des traitements à modifier. Mais nous avons d'une expertise supplémentaire à leur apporter, notamment via les conciliations. On leur apporte également des informations sur l'observance qu'ils n'ont pas forcément non plus.
On refait également le bilan de certains traitements, on refait une synthèse, ce qui bien sûr peut être fait par les gériatres, mais qui n'est pas forcément toujours aussi poussé en tout cas. Et ensuite, nous pouvons apporter notre expertise et discuter avec les médecins. Il y a également un lien très important à faire avec les internes, puisque lors de ces RCP médicaments étaient présents les internes de médecine, également les internes de pharmacie et les externes en pharmacie. Donc il y a un rôle aussi très important, je pense, de formation et de sensibilisation justement aux médicaments en gériatrie qui se fait notamment via ces RCP médicaments. Et même si les internes de médecine se dirigent vers d'autres domaines que la gériatrie, je pense qu'ils garderont toujours en tête de faire attention aux patients âgés et aux médicaments. Donc je pense qu'il y a à la fois le lien, effectivement, ce lien en tout cas de formation à faire et aussi l'expertise pharmaceutique qui, par nos études, est plus poussée que ceux des médecins et complémentaire en tout cas. Alors pour conclure cet épisode, est-ce que vous pouvez rappeler les points importants sur lesquels le pharmacien de ville ou à l'hôpital doit être vigilant face à un patient âgé ? Alors, ce que j'ai pu voir par cette étude et par la pratique tous les jours, c'est qu'avec un patient âgé, vraiment, je pense qu'il faut s'assurer, et à la fois, comme vous dites, en ville et également à l'hôpital, c'est s'assurer de la bonne compréhension et de la bonne prise du traitement du patient. Donc ça, c'est quelque chose où, quand on discute avec les patients, on se rend compte que parfois, ils ne savent pas du tout, même globalement, à quoi servent leurs traitements, et c'est pour ça que, justement, parfois, ils sont mal pris. Donc je trouve qu'il faut s'assurer vraiment de cette bonne compréhension, de la prise, effectivement, qui doit rester bonne également. Donc leur donner des informations, leur expliquer, prendre le temps, en tout cas, de leur expliquer. Vérifier qu'ils n'ont pas d'effets indésirables, parce que parfois les traitements ne sont pas toujours adaptés à leur état. Même si ça fait 10 ans qu'un patient prend un médicament, son état médical peut évoluer. Et il faut aussi que les traitements évoluent et soient adaptés à son état. Donc ne pas hésiter à solliciter les médecins traitants. Je trouve que même en ville, en tout cas, c'est faisable. Ne pas hésiter à solliciter ces médecins pour réviser les traitements. Et je trouve que, par exemple, les bilans partagés de médication en officine qui sont mis en place depuis quelques temps, c'est un très bon exemple de ce qui peut être fait en ville, notamment au niveau de l'optimisation des traitements. Donc voilà, je trouve que, en tout cas, les points importants, c'est ce que je viens de vous citer. Les traitements d'un patient, ça n'est pas figé dans le temps et ça doit évoluer avec l'état des patients et leur état, en tout cas, médical. Donc je trouve... Alors c'est sur ces conseils qu'on va terminer cet épisode. Merci beaucoup Alicia Pic de nous avoir apporté votre expérience de la pratique de la pharmacie clinique en gériatrie. N'hésitez pas à commenter et à réagir si vous avez apprécié ce podcast. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci, je vous remercie. Bonne journée à tous.